Il y a Donald Trump qui demande à ce qu'on libère Marine Le Pen. Le président américain, la chasse aux sorcières contre Marine Le Pen est un autre exemple de la façon dont la gauche européenne utilise la guerre juridique pour museler la liberté d'expression et censurer son adversaire politique, allant même jusqu'à l'emprisonner. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire à Donald Trump qu'actuellement le pouvoir qui est en place en France n'est pas la gauche, c'est la droite. C'est la droite actuellement qui est en France. Ce que je voulais vous expliquer dans tout cet argumentaire, c'est que ce n'est pas l'idéologie factuellement qui fait la guerre. Ce qui fait la guerre, c'est les intérêts économiques et le pouvoir. C'est tout. L'idéologie ne fait que la justifier. Ce n'est que sur l'idéologie que l'on base toutes les théories pour pouvoir permettre la guerre. Donc, ce qu'on appelle l'extrême droite aujourd'hui, ce n'est qu'un masque émotionnel pour pouvoir justifier le recentrage identitaire, une politique économique nationaliste et des tensions très poussées avec les autres pays, avec l'extérieur en règle générale. Et quand plusieurs puissances adoptent le même type de posture, les risques de conflit explosent. Quand on s'attarde sur la première guerre tribale européenne, vous allez voir un paradoxe qui est terrible. C'est que, et c'est aussi fascinant, parce qu'on a l'impression parfois que les choses viennent de loin. Plusieurs des dirigeants de grands empires en guerre pendant la période étaient en fait des cousins. Ils étaient issus de la même famille royale, et c'était les descendants de la reine Victoria d'Angleterre. On commence par les trois cousins, Angleterre, Allemagne, Russie. Quelqu'un qui triche, trichera. Et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Trump, pour lui, la seule chose qui compte, c'est la victoire. Je ne sais pas si vous avez vu ce film sur Donald Trump qui s'appelle L'Apprenti, où il y a un type là, un avocat assez véreux quand même, qui a formé Donald Trump, l'a aidé, a permis à Donald Trump de commencer d'étendre son empire. Ils ont corrompu un tas de trucs, menacé des gens, etc., etc. Et une des leçons qu'il donne, c'est que la seule chose qui compte, c'est la victoire. Tous les complotistes s'enfournent dedans et disent « Vous voyez, c'est de la morale, vous voyez, c'est de la politique. » Et ils ont raison. Non, madame, je ne suis pas d'accord avec vous. Qui essaye de donner le plus en France les leçons de morale que les gens de droite? C'est eux qui arrivent toujours avec les grands discours pour pouvoir justement appâter le peuple. Pour essayer de faire croire qu'un gouvernement dirigé par la droite est un gouvernement dirigé par le peuple. En tête dans certains sondages et pour une accusation incroyablement mineure qui implique d'ailleurs son personnel, pas même Marine Le Pen elle-même, ils essaient de la jeter en prison et de l'exclure du scrutin. Ce n'est pas la démocratie. L'extrême droite américaine vient au secours, à l'aide de l'extrême droite française. Il y a Donald Trump qui demande à ce qu'on libère Marine Le Pen. Parce que ce qu'elle est en train de subir, c'est une chasse aux sorcières. C'est injuste. Je commence par vous présenter le contexte. Et ensuite, on va écouter les analystes français qui réagissent à quand un autre pays, plus puissant qu'eux, fait l'ingérence chez eux. Ce sera amusant. On apprend que le président américain Donald Trump a apporté son soutien à Marine Le Pen. Trump soutient publiquement la figure de proue de l'extrême droite française Marine Le Pen après sa condamnation. Voici ce qui a été présenté par cet article sur CNN. Et on peut lire, le président américain Donald Trump a apporté son soutien à un dirigeant européen d'extrême droite en difficulté en soutenant Marine Le Pen, après que la candidate à la présidence française a été condamnée pour détournement de fonds et interdit d'exercer ses fonctions politiques. Libérer Marine Le Pen, a écrit Trump sur Trust Social vendredi, qualifiant la décision du tribunal de chasse aux sorcières. Mais bien sûr. Et lui-même il dit, je ne connais pas Marine Le Pen, mais j'apprécie à quel point elle a travaillé dur pendant tant d'années. A rajouté Trump. Il ne la connaît pas, mais il sait quand même qu'elle travaille dur. Ok. Son vice-président J.D. Vance a lui aussi apporté son soutien. Elle est en tête des sondages et pour une accusation particulièrement mineure, ils essaient de la mettre en prison et de l'écarter du scrutin, a déclaré J.D. Vance à une télévision nationale Newmax, qui est une des chaînes préférées de la droite, de l'extrême droite ultra-conservatrice aux États-Unis. J.D. Vance a également laissé entendre, à tort, que Marine Le Pen n'était pas personnellement impliqué dans les affaires que lui reproche la justice française. Oui, il a eu tort de le déclarer, parce qu'il ne connaît pas suffisamment l'affaire, mais il veut simplement protéger une collègue d'idéologie d'extrême droite. C'est tout. Elon Musk, de son côté, comme on peut le lire, a simplement repris la publication de Donald Trump, et il a publié sur X en ajoutant « Libérer Le Pen, Free Le Pen ». Elle a subi des pertes, mais elle a continué. Et maintenant, juste avant, ce qui serait une grande victoire, ils l'ont prise pour une accusation mineure dont elle ne savait probablement rien. Cela ressemble à une erreur de comptabilité pour moi, a rajouté Donald Trump.
Donald Trump, encore, parce que décidément, mais c'est lui qui vient nous chercher, hein, là en l'occurrence, directement la France, puisque regardez, on va découvrir ensemble ce qu'il dit sur son propre réseau social, le président américain. La chasse aux sorcières contre Marine Le Pen est un autre exemple de la façon dont la gauche européenne utilise la guerre juridique pour museler la liberté d'expression et censurer son adversaire politique, allant même jusqu'à l'emprisonner. C'est la même stratégie qui a été utilisée contre moi par un groupe de fous et de ratés, c'est Donald Trump. Il l'arrête pour une accusation mineure dont elle ignorait probablement tout. Cela ressemble à une erreur de comptabilité. On parle des 4 millions d'euros détournés. Et pour terminer, voilà ce que conclut Donald Trump. C'est vraiment mauvais pour la France et le grand peuple français, quel que soit son camp. Et en lettres capitales, libérer Marine Le Pen. Bon, là, on est dans l'ingérence dans toute sa splendeur, totale. Sans aucune protection. Voilà. En plus, il y a... tout est faux, quoi. Là-dedans. Il dit n'importe quoi. J'entendais Philippot, l'ancien du Front National, dans une émission à laquelle je participais la semaine dernière, qui expliquait, face caméra donc, parce qu'on lui demandait, mais pourquoi vous n'êtes pas dans l'affaire, vous? Parce que vous étiez dans cette bande de députés européens avec les assistants parlementaires, vous n'avez pas été inquiété? Il dit, si, j'ai été interrogé par la police. Mais moi, j'ai pas été inquiété parce que quand on a été élu, Marine Le Pen nous a fait signer un papier comme quoi c'était elle qui gérait l'argent des assistants parlementaires. Et moi, j'ai refusé de signer, donc j'ai pas été inquiété. Donc, quand Trump dit dont elle ignore tout, non, elle ignorait rien. Après, on peut juger comme on veut, c'est pas nous les juges, bon, ils ont pris 4 millions d'argent public, bon, chacun, avec sa morale, en tire des conclusions. Mais ça montre que Trump dit n'importe quoi. Et quand on dit n'importe quoi, quand on est un homme politique, on n'est plus dans la démocratie où l'homme politique doit dire sa vérité, on est dans une espèce de régime hybride où l'homme politique principal fait de la propagande. C'est des discours de propagande. Et c'est très emmerdant dans notre... C'est un deuil pour nous, les Européens, de voir... Non, mais c'est vrai. On perd un peu le grand frère, là. Les États-Unis font partie de nous. On est né avec une partie de notre cerveau américain, qu'on le veuille ou non, parce que les Américains... On a été biberonnés quand même Les Européens ont fondé l'Amérique, et puis... etc. Donc, tout d'un coup, on a perdu quelque chose. C'est un vrai traumatisme intellectuel. Plus que politique. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire à Donald Trump qu'actuellement, le pouvoir qui est en place en France n'est pas la gauche? C'est la droite. C'est la droite actuellement qui est en France. Donc, ce ne sont pas les méthodes des gens de gauche. Quoique, ils peuvent aussi très bien utiliser cette méthode. Mais là, actuellement, c'est la droite qui est au pouvoir en France. Donald Trump, dans son discours, essaie de venir être le défenseur de la droite. Mais non, Emmanuel Macron n'est pas de gauche. Le gouvernement français est de droite. Actuellement, la gauche n'a même pas droit à la parole. Donc lui qui vient en mode défenseur de la droite, ils sont simplement en train de se faire ça entre eux. C'est tout. Et ensuite, j'aimerais relever quelque chose et faire un parallèle avec l'histoire. Vous voyez comment est-ce que la droite est en train de prendre du terrain à travers le monde occidental, n'est-ce pas? Vraiment partout. Que ce soit le monde occidental ou le monde influencé par la manière de penser des États-Unis. Vous voyez comment c'est en train de prendre de l'ampleur, de monter de plus en plus, d'aller de mal en pire. Dites-vous que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et ça a mené à la première et à la deuxième guerre tribale européenne. Exactement de la même manière. Alors, nous allons faire un peu d'histoire et vous allez voir que c'est complètement différent de l'histoire que vous avez eu l'habitude d'entendre depuis que vous êtes petit, quand on vous raconte ce qui s'est passé durant la seconde guerre tribale européenne. La première et la seconde d'ailleurs. Et déjà, je vais commencer par vous expliquer pourquoi est-ce que l'Axe et les Alliés n'étaient pas si différents idéologiquement. Historiquement, on présente souvent l'Axe, c'est-à-dire l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et le Japon impérial, comme étant des camps du mal. Et les Alliés, qui étaient les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS, comme étant les défenseurs de la liberté. Mais si on gratte un peu les choses, c'est beaucoup plus complexe que ça. Déjà, les grandes puissances alliées avaient une idéologie impérialiste, principalement le Royaume-Uni, l'Angleterre en gros, et les États-Unis. Avec la doctrine Monroe, vous avez vu comment est-ce que les États-Unis ont littéralement pris possession de l'Amérique du Sud, dans une violence indescriptible. D'ailleurs, comment est-ce que ceux qui s'appellent les Américains, qui sont les États-Uniens en fait, occupent le territoire qu'ils appellent aujourd'hui United States? Ok.
Le Royaume-Uni à l'époque là contrôlait un vaste empire colonial en Inde, dans les Caraïbes, en Afrique. On appelait littéralement le Royaume-Uni l'empire où le soleil ne se couche jamais. Parce qu'ils avaient des territoires comme ça à travers le monde, qu'ils avaient conquis dans une violence et une barbarie indescriptibles. Après, on avait la France, qui imposait sa domination en Afrique, en Asie et ailleurs. Et ensuite, on avait les États-Unis qui, en plus de sauvagement attaquer ses voisins pour pouvoir contrôler les différents pays, pratiquaient à son sein même la ségrégation raciale et différents génocides. Donc, ce n'était pas du tout des gens sérieux. Donc, ni l'Axe ni les Alliés n'avaient des mains propres ou n'étaient le camp du bien. Tous pratiquaient une forme de suprématie ou une forme de domination culturelle, économique ou encore raciale. Même si leur récit qu'on nous raconte aujourd'hui était différent. Mais ce n'était pas du tout différent. Tous quelque part étaient nazis, fascistes, ce qui a causé la guerre. Et c'est ça que vous devez comprendre. Et c'est grâce à ça qu'on va comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça peut recommencer. Ce qui a causé la première et la seconde guerre tribale européenne, c'est surtout l'économie qui était déguisée en idéologie. L'idéologie fasciste a simplement servi de prétexte émotionnel à l'expansion pour pouvoir mobiliser les masses. Mais à la base, le moustachu de la Seconde Guerre mondiale voulait en fait briser le traité de Versailles. Traité qu'il estimait que ça ruine l'Allemagne. Et ensuite, il voulait récupérer les ressources naturelles, pétrole, blé, acier. Et il voulait créer un empire allemand à l'Est. En profiter pour pouvoir détruire le communisme et ainsi protéger les intérêts du grand capital allemand. La preuve, c'est que les industries allemandes soutenaient le moustachu. Pas par force, mais simplement parce qu'ils pensaient que c'était un moyen pour eux de s'en sortir. D'ailleurs, Renault aussi soutenait l'Allemagne de cette époque. Oui, celui qui a créé la marque de voiture Renault. Et il le faisait parce qu'il promettait des contrats juteux. Il promettait des esclaves en tant qu'ouvriers et une expansion économique, c'est-à-dire c'était tout bénef pour eux. Du côté des Alliés maintenant, on ne va pas les oublier. La guerre était devenue une nécessité économique. Roosevelt a relancé l'économie américaine par la guerre. Churchill voulait préserver les colonies britanniques. Et la France, de son côté, ne voulait pas perdre toutes les ressources qu'elle pouvait tirer de l'Afrique. À partir de là, de cette configuration d'époque, vous voyez que c'est en train de s'emboîter de nos jours, n'est-ce pas? Avec un Trump, un Macron, un Stammer, une Giorgia Meloni, un Olaf Scholz, etc., etc. On voit que l'extrême droite monte partout dans le bloc occidental, que ce soit en France, en Italie, en Allemagne, en Amérique, dans les Pays-Bas, en Argentine et j'en passe. Argentine d'ailleurs, où le moustachu a réellement fini ses jours. Il n'a jamais fini ses jours dans un quelconque bunker, comme ce qu'on nous a raconté. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les récentes déclassifications du dossier JFK. Donc, le bloc occidental de nos jours propose un discours identitaire basé sur quoi? La peur de l'immigration, la terreur de l'immigration. Immigration qui a construit tout leur pays. La perte des valeurs traditionnelles, parce qu'il faut rester vraiment bien raciste comme il faut. La haine des élites mondialistes et un retour à la puissance nationale. Mais derrière en fait ce discours identitaire, vous devez comprendre qu'il protège en réalité les intérêts des grandes fortunes qui les financent pour pouvoir sortir ce genre de discours. La capacité industrielle de l'Europe est en train de décroître à une vitesse fulgurante. Ils n'ont plus le niveau face aux forces venues d'Asie, d'Inde, de Dubaï ou encore de la Chine. Ils n'ont plus le niveau. Ce que ces milliardaires font, c'est qu'ils exploitent la misère sociale pour pouvoir se légitimer ce discours. Ce qu'on doit comprendre, c'est que quand plusieurs de ces pays-là sont dominés par l'extrême droite nationaliste, la guerre devient une possibilité facilement envisageable. Chaque pays veut se replier sur soi, défendre sa race, sa culture, ses frontières. Les alliances s'effondrent. On voit comme au sein de l'OTAN, l'alliance est en train de s'effriter. Les tensions explosent beaucoup plus facilement. Il suffit d'un accident, une provocation, une crise économique et voilà, pap, tout peut se déclencher. C'est pour ça que ça ressemble à une troisième guerre tribale européenne, à l'image de ce qui s'est passé entre 1914 jusqu'à 1939. Chaque bloc va se définir par son identité civilisationnelle. On est chrétien, nous sommes blancs, nous sommes occidentaux, patati patata. On aura les conflits entre les blocs, l'Occident versus l'Eurasie, l'Occident versus l'Afrique, etc. Et le pire dans ça, c'est même que l'Afrique pourrait être un terrain de conflit direct. Donc quand on voit même les enjeux s'aggraver, on ne comprend pas pourquoi est-ce que nos dirigeants restent autant tacites par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas normal. Ce que je voulais vous expliquer dans tout cet argumentaire, c'est que ce n'est pas l'idéologie factuellement qui fait la guerre. Non. Les gens peuvent avoir des idéologies jacasser chaque jour, mais rien ne se passe. Jusqu'à ce que les gars aient besoin de l'extrême droite n'avait pas droit à la parole. Ce qui fait la guerre, c'est les intérêts économiques et le pouvoir.
C'est tout. L'idéologie ne fait que la justifier. Ce n'est que sur l'idéologie que l'on base toutes les théories pour pouvoir permettre la guerre. Donc, ce qu'on appelle l'extrême droite aujourd'hui, ce n'est qu'un masque émotionnel pour pouvoir justifier le recentrage identitaire, une politique économique nationaliste et des tensions très poussées avec les autres pays, avec l'extérieur en règle générale. Et quand plusieurs puissances adoptent le même type de posture, les risques de conflit explosent. Car plus de diplomatie, plus de coopération, juste la confrontation. On veut bagarrer, on veut bagarrer, on veut bagarrer. Dans quel but? Rebattre les cartes de l'économie, rebattre les cartes du pouvoir. Quand on s'attarde sur la première guerre tribale européenne, vous allez voir un paradoxe qui est terrible. C'est que, et c'est aussi fascinant, hein, parce qu'on a l'impression parfois que les choses viennent de loin. Plusieurs des dirigeants de grands empires en guerre pendant la période étaient en fait des cousins. Ils étaient issus de la même famille royale et c'étaient les descendants de la reine Victoria d'Angleterre. On commence par les 3 cousins, Angleterre, Allemagne, Russie. Nous avons le roi George V en Angleterre qui était fils de la reine Victoria, fils du roi Édouard VII et de la princesse Alexandre de Danemark. Il a régné de 1910 à 1936. En Allemagne, on a le Kaiser Guillaume II, qui est petit-fils de la reine Victoria. Sa mère est Victoria, princesse royale, fille aînée de la reine Victoria. Il a régné de 1888 à 1918. Guillaume II et Georges V étaient donc cousins germains. Maintenant, on a le tsar Nicolas II de Russie. Il était marié à Alice de Hesse, petite fille de la reine Victoria. Sa mère est donc la cousine germaine de Georges V et de Guillaume II. Et lui-même, il était parent éloigné de Victoria via la famille Romanov et les mariages royaux, les mariages d'alliance entre rois, nobles et j'en passe. Et figurez-vous que Georges V et Nicolas II se ressemblaient tellement qu'on les prenait parfois pour des frères jumeaux. Ils étaient cousins au second degré et amis proches. Pour vous faire comprendre que la guerre, ce n'était même pas parce qu'ils étaient en train de se bagarrer entre eux. Vous comprenez à quel point la première guerre tribale européenne est une guerre en fait familiale. Quand je parle de guerre tribale, c'est simplement pour dire ce qui est. Ce sont juste les tribus en Europe qui se sont fait la guerre, c'est tout. Ça ne concernait en rien le monde entier. Vous l'avez vu, tous étaient des cousins liés à Victoria. Et vous allez donc vous rendre compte que ce n'est pas parce qu'ils se détestaient entre eux. C'est pas parce qu'ils étaient ennemis entre eux. Pas du tout. C'est simplement parce qu'au sein de leur bourgeoisie, au sein de leur classe économique, il y avait les mêmes tensions qu'aujourd'hui on peut observer. Exactement les mêmes tensions. Et c'est comme ça que mécaniquement, ça a construit une idéologie qui a entraîné des tensions. Et il a fallu une simple excuse pour pouvoir déclencher la guerre. Mais sinon, dans les faits, cette guerre allait se déclencher tôt ou tard. Eux, ils n'ont rien subi, ils n'ont pas été massacrés, ils n'ont rien eu. Ceux qui sont morts, ce sont les pauvres de leur territoire qu'on a envoyés au front. Donc il faudrait très bien que l'on comprenne que ce sont les mêmes dynamiques aujourd'hui qui sont en train de se répéter. Parce que quand vous voyez un Donald Trump, un gars d'extrême droite aux États-Unis, défendre une autre d'extrême droite en France, ce n'est pas pour rien. Même physiquement, ils se ressemblent. Donc ce n'est pas qu'une affaire d'idéologie. Vous devez comprendre que les enjeux en cours sont beaucoup plus grands que ce qu'ils essaient de présenter. Et ce qui m'énerve dans cette affaire, c'est qu'ils vont toujours essayer d'impliquer l'Afrique dans leur conneries. Et après, quand ils vont finir de se détruire, si l'Afrique ne s'est pas réveillée entre-temps, n'a pas travaillé sa souveraineté entre-temps, c'est toujours en Afrique qu'ils vont venir prendre toutes les ressources pour pouvoir se reconstruire. Exactement comme ils ont fait après la première et après la seconde guerre tribale européenne. Et on va toujours voir des Africains se mobiliser, dire qu'ils partent et aider en vertu de quoi? Comme beaucoup d'entre nous manquons de fierté là aussi. Qu'on le veuille ou non, parce que les Américains... On a été biberonnés quand même les Européens ont fondé l'Amérique, et puis, enfin, etc. Donc, tout d'un coup, on a perdu quelque chose. C'est un vrai traumatisme intellectuel, plus que politique. Bertrand Perrier, mais qu'est-ce qu'il cherche là, Donald Trump? C'est nous déstabiliser. Je trouve ça vraiment très intéressant, parce que ça me rappelle inévitablement, ça nous rappelle à tous l'image de la campagne de 2017, où Marine Le Pen, poirote devant l'immeuble de Trump, en espérant être reçue et en ne l'étant jamais. La Trump Tower. Et donc, elle fait des photos en disant regardez, et puis en fait, personne ne la reçoit. Et donc, le monde change assez rapidement. Alors que finalement, au moment de son investiture, il invite Marion Maréchal et Éric Zemmour et il n'invite pas Marine Le Pen. Donc je trouve ça assez intéressant comme retournement dans l'alliance un peu naturelle, mais incongrue entre Trump et Le Pen. C'est une illustration de la détestation qu'il a pour les Européens et donc pour les Français, Donald Trump ? Moi aussi, non, je pense pas. Je pense que c'est une illustration de la détestation qu'il a envers les pensées de gauche ou l'idéologie de gauche globalement. Non, je pense que c'est une illustration de sa façon de voir la politique. Pour moi, c'est pas une ingérence.
que le président américain commence ce qui se passe en France, nous, on a raison de commenter lorsqu'on n'est absolument pas d'accord sur ce qui se passe en Turquie, sur ce qui se passe en Corée du Nord, ce qui se passe aux États-Unis. Mais en revanche, ça dit tout de sa façon de voir la politique et donc du coup aussi de la façon qu'a Marine Le Pen de voir la politique. Pour ces gens-là, ce qui importe, c'est le résultat. Peu importe la méthode. On peut tricher à partir du moment où on représente 40% des gens et le succès sauve tout. Et on sait bien que chez Trump, cette idée d'enfreindre les lois, il s'en galvanise. Or, précisément, j'ai envie de dire à tous ceux qui disent aujourd'hui « Ah, vraiment, c'est trop sévère, Marine Le Pen, dans le fond, elle devrait pouvoir se présenter malgré le fait qu'elle ait été condamnée. » Ça me rappelle ce que disaient certains démocrates en disant « Ah, il faut laisser Trump se présenter dans tous les cas. » Trump a triché pour l'élection de 2020. Ça a été démontré par le comité bipartisan de la Chambre des représentants américaine, par des républicains et des démocrates. Il a appelé dans les États pour avoir plus de voix, pour qu'on change les résultats. Quelqu'un qui trichera. Et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je ne peux pas me prononcer exactement pour les élections de 2020. Tout ce que je sais, c'est que tout le monde accuse tout le monde d'avoir triché. Ça, au moins, c'est sûr. Preuve une fois de plus que la démocratie n'existe pas. Mais ce qu'il est en train de défendre, je suis tout à fait d'accord avec lui, globalement. C'est-à-dire que Trump, pour lui, la seule chose qui compte, c'est la victoire. Je ne sais pas si vous avez vu ce film sur Donald Trump qui s'appelle L'Apprenti, où il y a un type là, un avocat assez véreux quand même, qui a formé Donald Trump, l'a aidé, a permis à Donald Trump de commencer d'étendre son empire. Ils ont corrompu un tas de trucs, menacé des gens, etc., etc. Et une des leçons qu'il donne, c'est que la seule chose qui compte, c'est la victoire. Que le monsieur qui est derrière lui la donne, parce que c'est lui dans le film qui forme Donald Trump, celui qui est derrière lui là. Donc une des leçons qu'il donne, c'est gagne à tout prix. La chose la plus importante, c'est de gagner, parce que le fait de gagner là effacera tout le reste. Donc ce n'est pas impossible que cette leçon soit intrinsèquement liée à la mentalité de Donald Trump. Tout comme dans le film, le type lui dit toujours il faut nier. Et même jusqu'à présent, on voit quand Donald Trump est face à une myriade de preuves contre lui, il nie tout le temps, il est toujours en train de nier. Donc moi je suis assez d'accord avec l'analyste là qui explique que dans la psychologie même de Donald Trump, la seule chose qui compte pour lui c'est la victoire. Le fait de gagner efface tout le reste. On voit bien que Trump aux États-Unis, quoi qu'on pense de sa politique, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, sur sa méthode de gouverner, il triche, il change les règles, il est en train de se comporter de manière autoritaire. Eh bien, de la même façon en France, on ne peut pas accepter qu'un dirigeant politique ait triché, ne s'en repente pas et puisse se présenter dans toute impunité devant le suffrage populaire. Isabelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il a une vision totalement idéologique et qui reprend d'ailleurs, rappelez-vous, quand J.D. Vance est venu à Munich nous faire une leçon sur ce qu'était la démocratie. C'est-à-dire que tout ça est très pensé. Il s'adresse... Au fond, c'est pas à nous qui parle, c'est à sa base électorale MAGA, à qui il dit les fous et les ratés, donc au fond les puissants de ce monde, je les ai balayés. Et Marine Le Pen, les fous et les ratés, c'est pareil, c'est vous, c'est les énarques, c'est la technocratie, c'est la technostructure, c'est les juges. Elle les balayera et en fait le peuple reprendra la souveraineté, si vous voulez. Et c'est ça en fait qui est très très angoissant. C'est-à-dire moi, ce qui m'angoisse quand vous, qui êtes ce que vous êtes et qui représentez ce que vous représentez. Mais vous serez balayé aussi. Non, mais j'ai aucun problème là-dessus. Ce que je veux vous dire, c'est que il se trouve que la rhétorique de ces gens. Là, je reprends, ma casquette de docteur en sciences politiques. La rhétorique de ces gens, c'est de dire il y a eux et vous. Et si vous dites la même chose, on s'en sortira pas. Donc, il y a un moment, il va quand même falloir arrêter de leur donner raison en finalement expliquant que c'est des menteurs, des machins, et en les montrant du doigt. Je pense que ça ne fonctionne pas. Non, et je pense que ça ne fonctionne pas non plus dans le rendu. Pardonnez-moi, juste, je finis sur le rendu effectivement de cette décision de justice, qui est sur le fond totalement incontestable. Vous avez raison. Il y a de l'argent détourné, c'est ahurissant, c'est un système, etc. C'est les leçons de morale qui vont avec. Et ça, c'est ce qui nous flingue, en fait. C'est-à-dire que je pense, par exemple, vous voyez qu'il n'y a plus qu'à y avoir une diagonale, Philippe Val, moi, là-dessus. On est totalement du côté de la justice, mais sauf que ces petites incises moralisatrices font que tous les complotistes s'enfournent dedans et disent « Vous voyez, c'est de la morale, vous voyez, c'est de la politique. » Et ils ont raison. Non, madame, je ne suis pas d'accord avec vous. Là, on est en train de parler d'une moralisatrice en chef, des moralisateurs en chef, qui essayent de donner le plus en France les leçons de morale que les gens de droite.
C'est eux qui arrivent toujours avec les grands discours pour pouvoir justement appâter le peuple, pour essayer de faire croire qu'un gouvernement dirigé par la droite est un gouvernement dirigé par le peuple. D'ailleurs, vu le développement de votre réflexion, vous y croyez. Mais un gouvernement dirigé par la droite n'est absolument pas dirigé par le peuple. C'est encore moins dirigé par le peuple, en tout cas qu'un gouvernement dirigé par la gauche, et j'en passe. Un gouvernement dirigé par la droite devient inévitablement totalitaire. Je répète bien, inévitablement. Ce qui fait en sorte que les gens donnent des leçons, c'est parce que des gens qui arrivent tout le temps en train de vouloir donner des leçons aux autres, prétendent qu'ils sont meilleurs, prétendent qu'ils sont plus moraux, prétendent qu'ils sont plus X ou plus Y, ce sont eux que l'on se rend compte qu'ils sont les moins moraux, les gars qui volent, qui détournent, mais eux, ils ne veulent pas être punis pour ça. Mais quand eux, ils doivent punir les autres, ne vous inquiétez pas, ils sont très acharnés. Ce sont toujours les mêmes médias de droite qui traitent l'information différemment en fonction de qui est l'auteur d'un crime ou qui est l'auteur d'un délit. On connaît le genre de race qui ne passe pas à la télé quand ils commettent des crimes. Et on connaît le genre de race que même pour ne pas avoir commis de crime, sont permanemment accusés d'en avoir fait. Donc ce n'est pas qu'on veut recentrer le discours sur la morale, c'est que les gens en face prétendent avoir une morale qu'ils n'ont pas. Et donc le rappeler, c'est une excellente chose. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'une blonde aux yeux bleus mais voleuse. Dans leur discours, ils essaient toujours de faire croire que ce genre de descriptif-là ne peut pas exister. Mais attendez, il y a deux choses différentes, si je peux répondre, parce qu'il y a deux choses différentes. Rapidement. Il y a des individus, d'accord, qui ont triché. Ces individus, c'est Donald Trump aux États-Unis. Très bien. Il n'y a pas eu d'exécution provisoire aux États-Unis, il n'y a même pas eu de jugement. Regardez, on l'a laissé aller jusqu'au bout, et maintenant, mais il ne sera jamais. tous les suffrages, voilà. suffrages populaires, mais bien sûr, les suffrages des grands électeurs. Il y a les partis, les idées, et il y a les personnes. Mais on peut pas arrêter les gens. J.D. Vance aurait pu se présenter aux États-Unis. D'autres personnes, Jordan Bardella, peuvent se présenter en France. Moi, je suis pour qu'on règle cette discussion sur la politique, sur ce qu'on veut, dans les urnes. Je suis d'accord avec vous, mais pas avec des tricheurs. J.D. Vance, que vous évoquez, qu'on écoute. En tête dans certains sondages et pour une accusation incroyablement mineure qui implique d'ailleurs son personnel, pas même Marine Le Pen elle-même, ils essaient de la jeter en prison et de l'exclure du scrutin. Ce n'est pas la démocratie. Et voilà, dit Isabelle, ça ce n'est pas la démocratie. Il y a l'idée en réalité d'une souveraineté absolue du peuple qui serait au-dessus de la loi. Et l'état de droit, précisément, c'est qu'au-dessus de nous tous, il y a la règle de droit. Mais surtout que le peuple s'en fiche. Tous les sondages montrent que ça n'a aucune influence sur le lecteur du Rassemblement national qui est prêt à voter pour Jordan Bardella. Donc arrêtons de nous faire croire qu'on prive certains électeurs de leur bulletin de vote. Eux-mêmes nous disent, mais pas de problème, on votera pour Jordan Bardella s'il le faut. Vous savez, c'est toujours... Et surtout à 2 ans d'une élection. Mais ça fait mal à Marine Le Pen qui ne pourra pas devenir présidente. C'est ça surtout le problème. Sur quoi vous basez-vous du coup Est-ce que ça peut être contre-productif à terme, ce soutien de Donald Trump à Marine Le Pen? C'est un soutien totalement toxique. C'est le c'est le baiser de la mort, quoi. Ah oui, c'est le truc dont on veut surtout pas. Je pense. Alors peut-être que pour des électeurs les plus radicaux, effectivement, mais les électeurs du Rassemblement national sont d'abord des patriotes. Et il y a chez eux une frange anti-américaine forte. Donc je suis pas sûr que c'est un soutien qu'elle veuille vraiment aujourd'hui et qui soit plutôt embarrassant qu'autre chose. Après, c'est intéressant de voir que les éléments de langage de J.D. Vance sont exactement ceux de la défense de Marine Le Pen. Marine Le Pen dit c'est une erreur administrative parce qu'on ne savait pas, selon les règles du Parlement européen, quel était le statut et quelles étaient les modalités de rémunération et les obligations contractuelles des assistants parlementaires. Donc elle parle d'erreur administrative et eux parlent d'erreur comptable. Donc ils ont absolument pris pour argent comptant, si je puis dire. Oui, vous pouvez. C'est la journée des formules, on y est depuis 9h ce matin. Ils ont pris pour argent comptant la défense de Marine Le Pen. Donc il y a forcément une porosité, même lexicale, entre les Américains et la défense de Marine Le Pen. Illustration avec Jordan Bardella, le patron du RN, qui était l'invité de David Pujadas hier soir sur LCI, et qui lui aussi dénonce une atteinte à la démocratie. Je suis à la tête d'un parti politique qui a gagné les élections législatives, 37% des voix au second tour des élections législatives. Encore une fois, il n'y a aucun parti dans aucune démocratie occidentale qui a atteint ce résultat et qui s'est retrouvé écarté de tout. Et le parti qui a fait 5%, les Républicains, s'est retrouvé à la tête du pays. Donc la France est une démocratie malade, abîmée, où pour gouverner, il faut avoir perdu les élections, où on ferme des chaînes de télévision et où on neutralise sur le plan politique et judiciaire la favorite de l'élection présidentielle. On n'appelle pas ça une démocratie alors, on appelle ça une dictature. Faut sortir les termes. La France est une dictature et à la tête de la France, il y a un putschiste. C'est bien d'utiliser les bons termes.
D'accord. Bref, on ne va pas finir toute la jérémiade, d'autant plus qu'il reste 12 minutes. Non, c'est long. Je pense déjà avoir beaucoup parlé, beaucoup développé le sujet et expliqué globalement les enjeux. De toute façon, à la fin de leur analyse, on ne va pas en apprendre plus que ce que j'ai déjà dit. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'attends vos avis et vos analyses aussi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.